nous ne pourrons pas tourner la page tant que l'enregistreur n'aura pas été retrouvé. Tout ce que je veux, c'est relancer les recherches pour les familles laissées derrière. Et ils l'ont finalement fait. L'un des plus grands mystères de l'aviation pourrait bientôt être résolu grâce à une nouvelle recherche. C'est un mystère de 10 ans qui doit être résolu. 11 ans après la disparition et près de 7 ans après la fin des dernières tentatives organisées pour le retrouver, la recherche du vol MH370 de Malaysia Airlines est enfin relancée. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a incité les autorités malaisiennes à approuver une nouvelle recherche? Peut-être plus important encore, comment se fait-il que l'entreprise derrière la recherche semble si confiante qu'elle a accepté de le faire sur la base d'un accord, sans trouvailles, sans frais? Restez avec nous. Beaucoup des sujets que je traite sur cette chaîne s'adressent à ceux qui s'intéressent même un peu à l'aviation. Mais le mystère et la tragédie derrière la disparition du vol MH370 de Malaysian Airlines transcendent presque tous les types de barrières d'intérêt. Maintenant, dans cette vidéo, je ne vais pas entrer en profondeur dans tous les détails de la disparition puisque j'ai déjà fait cela sur la chaîne Mentor Pilot. Mais pour des raisons de clarté, je vais devoir couvrir certains des faits les plus basiques de l'histoire. Tout a commencé le 7 mars 2014 lorsque le vol MH370 de Malaysia Airlines a décollé de Kuala Lumpur en Malaisie pour Beijing en Chine. Lorsque l'avion a décollé, 239 personnes étaient à bord. Il a entamé une montée normale vers son altitude de croisière en direction du nord, traversant la Malaisie, puis se dirigeant vers le Vietnam. Des incertitudes persistent sur ce qui s'est exactement passé ensuite. Cependant, les preuves du rapport final et d'autres études suggèrent que quoi qu'il se soit produit, ce n'était pas accidentel. Au lieu de cela, nous sommes probablement en train de regarder une sorte d'acte délibéré de la part de quelqu'un à bord, quelqu'un qui aurait alors potentiellement continué à effectuer ses actions pendant plusieurs heures après la disparition finale de l'avion du radar. Et plusieurs indices viennent appuyer cette thèse. Par exemple, alors que le MH370 passait un point de repère appelé Igari, son transpondeur, qui aide le contrôle aérien à voir et à identifier l'avion, a été éteint. Nous savons que le signal n'a pas été seulement perdu. Quelqu'un a dû l'éteindre manuellement car environ 37 secondes avant qu'il ne disparaisse complètement, le transpondeur a cessé de transmettre des informations d'altitude, mais fonctionnait toujours. Maintenant, la seule façon plausible pour que cela se produise est si quelqu'un a déplacé le bouton du transpondeur à la position d'altitude éteinte au lieu de le tourner complètement en veille. Peu de temps après, l'avion a effectué un virage à gauche très serré, si serré que les simulations de Boeing ont montré qu'il devait avoir été effectué sans le pilote automatique, car le pilote automatique n'aurait pas permis un angle de virage aussi serré. Et l'endroit où tout cela s'est produit est également très suspect. Ce virage a eu lieu juste après que l'avion ait été transféré au contrôle aérien vietnamien, avec lequel il n'a jamais pris contact. Comme cette manœuvre s'est produite entre deux zones de contrôle aérien, cela a en réalité retardé la détection de la disparition. De plus, la netteté de ce virage à gauche signifiait également que l'avion évitait la zone d'identification de la défense aérienne de la Thaïlande, ou zone d'identification de la défense aérienne qui était située très près de cette même région. Si l'avion était entré dans cette zone sans plan de vol valide, il aurait attiré l'attention des contrôleurs militaires thaïlandais qui l'auraient alors suivi grâce à leur radar primaire. Mais avec ce virage serré, l'avion a évité l'ADI, comme dit, et si un contrôleur militaire l'avait quand même remarqué, il aurait probablement pensé qu'il s'agissait simplement d'un autre avion de ligne faisant demi-tour, revenant vers son aéroport de départ pour une raison quelconque, un simple déroutement, en somme. Tout cela suggère que la personne aux commandes connaissait parfaitement la configuration de l'espace aérien dans cette région et la manière dont fonctionne le contrôle aérien à cette heure de la nuit. Mais le facteur le plus important pointant vers une action délibérée implique les communications par satellite de l'avion via un système appelé Aircraft Communications Addressing and Reporting System, ou ACARS. Alors que l'avion survolait silencieusement la Malaisie, une station au sol a essayé d'envoyer un message ACARS routinier à l'avion. Mais ce signal n'a jamais été accusé de réception, ce qui indique que le système à bord ne fonctionnait plus.
Or, si la CARS avait simplement échoué à recevoir le message, le lien satellite aurait quand même fonctionné et signalé que le système ne répondait pas. Et si quelqu'un avait manuellement déconnecté la CARS depuis le cockpit, cette action aurait également été enregistrée dans les journaux de bord. En l'absence de tout message de ce type, la seule explication à l'absence de réponse serait une panne de courant à bord. C'est bien sûr possible, mais un peu plus de 20 minutes après ce message sans réponse, ce même système Satellite Communication s'est réactivé et a envoyé une demande de reconnexion au satellite. Alors, comment est-ce possible? Comment le système a-t-il pu être temporairement privé d'électricité? Eh bien, la CARS peut être alimentée par plusieurs sources pour assurer une redondance. Il n'est donc pas si simple de le couper. Le Boeing 777 a un générateur principal et un générateur de secours sur chaque moteur, et chacun d'eux peut alimenter ce système. Cette information provient d'une étude très détaillée réalisée par un groupe de pilotes expérimentés du Boeing 777, dont je reparlerai bientôt. Quoi qu'il en soit, la seule façon de désactiver la CARS de cette manière était que celui qui a fait ça éteigne d'abord les 4 générateurs. Mais il resterait encore l'Auxiliary Power Unit qui peut également alimenter la CARS. Et dans le 777, l'Auxiliary Power Unit démarre automatiquement si les générateurs se déconnectent. Mais ça prend du temps, et pendant ce temps, le Auxiliary Power Unit peut être empêché de démarrer si quelqu'un l'allume manuellement puis l'éteint à nouveau. Et même dans ce scénario, le Boeing 777 dispose d'une autre source d'alimentation, la turbine à air de secours ou Ram Air Turbine, qui fournit assez d'énergie pour les systèmes critiques comme les instruments de vol, les commandes de vol électriques et les systèmes de navigation. Mais ça n'inclut pas des choses comme le pilote automatique ou la communication par satellite. Donc, comme vous pouvez le voir, provoquer cette panne électrique était très complexe et le retour ultérieur du système ACARS a permis aux enquêteurs de tirer plusieurs conclusions. Tout d'abord, cela rend extrêmement improbable qu'un problème électrique catastrophique soit à l'origine de l'interruption des communications satellites. De plus, lorsque le système de l'avion s'est reconnecté au satellite plus tard, il ne disposait d'aucun identifiant d'entreprise et de vol valide, ce qui suggère que quelqu'un était définitivement intervenu manuellement et avait arrêté le système ACARS depuis le cockpit. Mais ce que cette personne avait manqué, c'est que l'identifiant de vol supprimé n'a pas empêché le système de communication par satellite d'établir toujours un lien avec les satellites. Et cela a provoqué l'envoi et la réception de messages environ une fois par heure, juste pour vérifier que le lien était toujours là. Ces connexions sont généralement appelées handshakes, un terme que vous avez probablement déjà entendu. Et il y en a eu 7 au total après la disparition de l'avion, le premier et le dernier étant ce que l'on appelle des demandes de connexion au système. La première recherche du MH370 a débuté dès sa disparition et s'est étendue sur près de 3 années. Elle a ensuite été finalement suspendue en janvier 2017 et à ce moment-là, seuls 2 petits morceaux qui étaient censés provenir de l'avion avaient été trouvés. La seule raison pour laquelle ces pièces ont été trouvées et qu'elles avaient été échouées en Afrique du Sud et sur l'île Rodrigue, à l'île Maurice, et au cours des années qui ont suivi, environ 30 autres objets censés provenir du vol ont été trouvés en Afrique, à Madagascar et dans d'autres régions de la côte ouest de l'océan Indien. Aujourd'hui, la société Ocean Infinity, qui vient de relancer la recherche du MH370, le fait pour la seconde fois. Ils ont d'abord recherché l'avion entre janvier et juin 2018. Ocean Infinity est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la collecte de données détaillées des fonds marins grâce à une flotte de navires dédiés, de bateaux télécommandés ou robotiques et de véhicules sous-marins. Leurs clients incluent normalement des groupes de recherche, des entreprises énergétiques qui forent pour les combustibles fossiles ou installent des éoliennes en mer, ainsi que des entreprises de communication qui posent des câbles sur le fond marin. En plus de cela, ils ont également mené des recherches en mer profonde après d'autres accidents. Par exemple, en 2019, Ocean Infinity a utilisé 4 véhicules sous-marins autonomes pour rechercher le Stellar Daisy, un superpétrolier sud-coréen coulé dans une tempête en 2017. Et cette recherche s'est finalement révélée fructueuse. Une mesure clé à retenir ici est la vitesse. En utilisant simultanément plusieurs petits véhicules pour rechercher et cartographier le fond de l'océan, Ocean Infinity prétend être capable de couvrir de très grandes zones très rapidement.
La dernière fois que la société a recherché le MH370 en 2018, elle devait initialement couvrir une zone de 25 000 km², soit environ 9 650 miles², mais ils ont finalement fini par couvrir plus de 112 000 km², soit 43 240 miles². Pour vous donner une idée, c'est un peu moins que la superficie de l'État de New York, ou à peu près la taille de la Bulgarie si vous êtes en Europe. En seulement 3 mois, la société a donc pu couvrir presque autant de surface que la première recherche en 2 ans et demi, ce qui est assez incroyable quand on y pense. Depuis, Ocean Infinity a encore élargi et amélioré ses ressources, ce qui constitue en soi un argument solide pour relancer les recherches. Le nouveau contrat entre Ocean Infinity et la Malaisie, qui reste responsable de l'enquête, est censé durer 18 mois. C'est une longue période pour une entreprise qui a déjà démontré qu'elle pouvait explorer d'immenses zones en un temps réduit. Mais comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est un contrat basé sur le principe pas de découverte, pas de paiement. Ocean Infinity recevra 70 millions de dollars si elle retrouve l'avion, mais sinon, elle ne touchera pas un centime pour ses efforts. En plus de sa réputation, elle a donc un véritable enjeu financier, car maintenir une flotte de navires et de véhicules dans le sud de l'océan Indien pendant 1 an et demi n'a rien de bon marché. Cela étant dit, voyons de plus près comment s'est déroulée la première recherche du MH370 dans l'immensité de l'océan Indien, et ce qui a changé depuis. Comme je l'ai mentionné plus tôt, après que les systèmes de l'avion ont rétabli la communication avec le satellite, il y a eu 7 handshakes, souvent représentés sur les cartes comme 7 arcs concentriques tracés à des distances irrégulières. Alors, que signifient réellement ces arcs? Eh bien, vous pouvez penser à chacun de ces signaux, un peu comme un GPS. Enfin, en quelque sorte. Malaysian Airlines utilisait un satellite Inmarsat pour la CARS et d'autres communications satellites de ses avions. Et nous connaissons l'heure précise à laquelle chacun des signaux a été envoyé par le satellite. Et nous savons aussi combien de temps il faut normalement à l'avion pour répondre après avoir reçu le signal. Le temps de réponse réel dépend alors de la distance entre l'avion et le satellite et la différence entre le temps d'arrivée prévu du signal de retour et son heure d'arrivée réelle est connue sous le nom de décalage de synchronisation d'émission ou Burst Timing Offset. Dans le cas du récepteur GPS de votre téléphone ou d'autres appareils, votre téléphone utilise des informations de synchronisation similaires provenant de 3 satellites ou souvent beaucoup plus pour tracer 3 cercles ou plus à la surface de la Terre, et là où ces cercles se croisent, eh bien, c'est là que vous vous trouvez. Maintenant, évidemment, je simplifie les choses ici, mais l'idée est que les échanges Inmarsat entre l'avion et le satellite peuvent effectivement fonctionner comme une connexion GPS avec un seul satellite. Donc, puisque nous connaissons la position exacte du satellite, nous pouvons également dire qu'au moment précis où chaque échange a eu lieu, eh bien, l'avion se trouvait quelque part le long du cercle ou de l'arc correspondant. Maintenant, et la raison pour laquelle nous pouvons exclure une grande partie de chaque cercle pour n'avoir qu'un arc à la place, tient au fait que nous avons affaire à un véhicule connu, un Boeing 777-200ER, qui a évidemment des limitations pratiques dans la vitesse et la distance qu'il peut parcourir. Dès le début de la recherche, les enquêteurs ont réalisé qu'ils pouvaient réduire considérablement la recherche grâce à ces points de données. L'attention de l'enquête initiale s'est tournée vers le côté sud de l'arc, car il y a beaucoup de radars qui auraient pu repérer l'avion s'il avait tourné vers le nord à la place, et il n'y avait aucune trace de lui là-bas. Avec le temps, les enquêteurs ont obtenu davantage d'informations grâce à leurs données. En plus du Burst Timing Offset, il y a aussi quelque chose appelé un décalage de fréquence d'impulsion, ou BFO, qui nous indique comment l'avion se déplaçait par rapport au satellite lors de chaque échange en raison d'un léger changement dans la fréquence du signal. Vous pouvez penser à cela comme le bruit d'une sirène d'ambulance qui semble baisser en tonalité lorsque l'ambulance passe devant vous et s'éloigne de vous. Ceci est appelé l'effet Doppler et les radars traditionnels utilisent ce phénomène pour déterminer la vitesse d'un avion. Mais dans le cas du MH370, puisque le satellite était très haut dans l'espace, ces informations de décalage de fréquence d'impulsion peuvent plutôt nous indiquer si l'avion montait ou descendait lors de chaque échange.
Encore une fois, il y a beaucoup plus à tout cela et d'autres indices sur les pilotes de ce vol que j'ai abordés dans ma vidéo complète que vous devriez absolument regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Mais l'idée est que les enquêteurs et d'autres personnes ayant accès à ces informations ont étudié les possibles trajectoires de vol que les 7 échanges fixes pourraient suivre afin de réduire la zone de recherche possible. Et ils ont également trouvé de nouvelles informations à ajouter à ces échanges. J'ai déjà mentionné une étude pilote, le travail extrêmement détaillé du capitaine Patrick Blayley et de Jean-Luc Merchant, qui ont plongé dans les systèmes et procédures utilisés par Boeing et Malaysian Airlines pour tirer le meilleur parti des indices que nous avons déjà. L'autre étude que j'ai mentionnée dans ma vidéo est de Richard Godfrey, un ingénieur en systèmes avioniques qui a réalisé une série d'études impliquant quelque chose appelé le protocole de propagation de signaux faibles ou WSPR. C'est quelque chose qui a été initialement lancé par un astrophysicien, le professeur Joseph H. Taylor Jr., qui se trouvait également être un passionné de radio amateur. Il a développé WSPR comme un moyen pour les passionnés de radio de tester comment les transmissions radio effectuées à différentes fréquences se propagent sur de très grandes distances. Mais il s'avère également que ces signaux peuvent être temporairement affectés lorsqu'ils rencontrent un obstacle sur leur chemin, ce qui provoque des anomalies dans ce signal. Et plus important encore pour ce contexte, ces données provenant de centaines de différents émetteurs radio sont ensuite enregistrées dans une base de données WSPR en ligne, ce qui signifie qu'elles peuvent être analysées rétrospectivement des semaines, des mois ou même des années après les faits, et il y a des données dans cette base de données remontant jusqu'en 2008, bien avant que le MH370 ne soit perdu en 2014. Maintenant, je tiens à être absolument clair ici pour dire qu'il y a pas mal de sceptiques du WSPR. Et il est certainement vrai que le WSPR n'a pas été développé comme une méthode de suivi des avions ou d'autres objets volants. Cela dit, il existe des radars passifs qui sont réellement conçus pour détecter les avions en utilisant les transmissions radio existantes dans une région donnée. Mais Richard Godfrey, l'ingénieur en avionique qui développe des algorithmes lui permettant d'utiliser le WSPR de cette manière, l'a également utilisé pour suivre d'autres avions avec des trajectoires de vol connues, y compris des Boeing 777. Et le WSPR génère de nouveaux signaux toutes les 2 minutes, fournissant ainsi potentiellement beaucoup plus de pointes de données à étudier. La plupart des études, dont celle du capitaine Blayley et Merchant, supposent que le MH370 a suivi une trajectoire plus ou moins rectiligne vers le sud. Et c'est une hypothèse tout à fait raisonnable à faire, car tout le reste de ce vol suggère que celui qui contrôlait l'avion voulait échapper à la détection. Mais les données WSPR de Godfrey montrent quelque chose de différent. Dans son modèle, l'avion se dirige également vers le sud, mais ne se déplace pas du tout en ligne droite, peut-être dans une tentative d'éviter les voies aériennes fréquentées, ce qui indique également que quelqu'un essaye d'éviter la détection. Les données WSPR correspondent aussi bien aux 7 échanges, et près de la fin de son parcours, les données suggèrent que l'avion a brièvement volé dans ce qui ressemble à un motif en 8 autour du moment où il manquerait de carburant. Si cela s'est produit, cela pourrait indiquer que celui qui contrôlait l'avion cherchait en dessous des navires ou tout autre type de trafic qui pourrait repérer l'atterrissage de l'avion avant qu'il ne disparaisse sous les vagues. Depuis que j'ai réalisé la vidéo à ce sujet sur la chaîne Venture Pilot, Godfrey a également publié une nouvelle étude comparant l'estimation de son équipe du lieu de repos final du MH370 avec 2 nouveaux points de données pris sur l'ordinateur personnel du capitaine Zahir Shah, le pilote qui était aux commandes du vol MH370. La ligne bleue relie 2 points de données représentant un vol simulé effectué par le capitaine sur son simulateur à domicile. Et il se trouve qu'une ligne passe exactement par la zone où les données Whisper de Rich indiquent que MH370 a effectué son motif en 8. Si cela est effectivement vrai, cela donnerait certainement plus de poids à son enquête. Alors, où en sommes-nous maintenant? L'année dernière, Ocean Infinity a proposé un plan pour sa nouvelle recherche, comprenant 3 zones différentes qu'il prévoit d'explorer dès l'automne 2024. Ces négociations avec les autorités malaisiennes ont ensuite traîné, et en décembre 2024, il semblait enfin que les choses progressaient et qu'un accord était en place, même si le contrat n'avait pas encore été formellement finalisé. Puis, en février de cette année, même si le contrat final n'était toujours pas signé, Ocean Infinity a commencé à déplacer ses équipements et la recherche a finalement repris le 26 février.
Alors, quelles sont ces zones que l'entreprise va explorer? Eh bien, alors que nous enregistrons ceci, vous pouvez en fait suivre le principal navire d'Ocean Infinity, l'Armada Sept 1806, alors qu'il se dirige à travers l'océan Indien. Et je vais le lier ici dans la description, et aussi ici si je parviens à comprendre comment faire. En orange et rouge, vous pouvez voir les anciennes zones de recherche. Ensuite, les lignes blanches montrent les nouvelles zones que Ocean Infinity est en train d'explorer actuellement. Et ce sont les deux zones principalement rectangulaires de chaque côté de la zone déjà explorée autour du 7e arc. La zone du sud de ces deux zones rectangulaires chevauche principalement un triangle jaune représentant la nouvelle zone de recherche proposée dans l'étude du capitaine Blelly et Machan. Plus au nord, nous voyons une zone blanche dentelée qui dénote une zone de recherche plus petite qui correspond parfaitement à l'étude de Richard Godfrey. Encore une fois, ce sont des endroits que nous savons qu'Ocean Infinity souhaite explorer et que les enquêteurs malaisiens ont approuvés, et je ne peux pas vous dire à quel point cela me rend heureux. Encore une fois, je ne cherche pas à débattre de qui a raison ou tort ici. Le point pour moi, et je suis sûr que tout le monde ici qui a travaillé sans relâche pour, vous savez, trouver des solutions à ce mystère, c'est que nous devions redémarrer la recherche et, espérons-le, mettre fin à l'un des plus grands mystères de l'aviation une fois pour toutes. J'espère vraiment que nous en apprendrons bientôt plus à ce sujet et qu'ils trouveront effectivement l'avion, afin que les familles des victimes de cette tragédie obtiennent enfin les réponses qu'elles attendent depuis déjà 11 longues années. Je m'appelle Peter Hernfeldt et vous regardez Montour Now. Passez une journée absolument fantastique, où que vous soyez. À la prochaine. Verreu?